45 minutes, hein? Juste pour le principe, c'est devenu une tradition. Confirmez-moi vos numéros d'équipe. 58. 57. 57. Super. Merci. Donc, pour la traduction simultanée, c'est réglé. Si tout le monde entend bien, c'est parfait. J'imagine que oui. Concernant les règles de décorum, c'est plus important maintenant que jamais. Donc, le respect des pairs, etc., etc. Vous connaissez les règles. Je vous invite à les suivre. C'est pas mal tout. Autrement, on va vous faire une démonstration de temps juste au cas. Mademoiselle ici va faire les minutes comme ceci. Jusqu'au dernier 30 secondes. Ensuite, faire le dernier décompte les 10 dernières secondes comme ceci. Le 15 dernières secondes de grâce comme ça. Et finir avec la cloche. Au-delà de la cloche, c'est des temps de pénalité. La cloche, c'est aussi le temps protégé. Quand vous entendez la cloche, c'est le début du moment où vous pouvez poser des questions. Avez-vous des questions? Any questions? OK. Simplement pour vous confirmer la motion d'aujourd'hui et aussi pour l'assistance. La motion d'aujourd'hui étant, un instant, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada adopte une stratégie nationale visant à accroître de façon significative le nombre de véhicules zéro émission sur les routes canadiennes d'ici 2022, conformément au cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Be it resolved that the Government of Canada adopt a national strategy to significantly increase the number of zero-emission vehicles on Canadian roads by 2022, pursuant to the Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change. Si vous n'avez pas de questions, on va commencer les rondes. Je vous rappelle que les temps sont supérieurs aujourd'hui, donc 7 minutes, 5 minutes, 5 minutes et 5 minutes. Monsieur le Premier ministre, quand vous êtes prêt, je vous invite à votre discours de 7 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Thank you, Mr. Speaker. We believe that the role of the Canadian government is to take a long-term view and to ensure that they're planning to create a sustainable future for all Canadian citizens down the road. With this in mind, the case that Side Government is going to bring to you today stands on 3 core pillars. The first being environmental sustainability. We want to make sure that our grandchildren can enjoy Canada's beautiful white winters and amazing summers like we all do now. Next, economic sustainability. We want to make sure that Canadian citizens can thrive and prosper and attain the best possible quality of life. And finally, we want to maintain sustainability in our influence on the world stage. We want to make sure that we remain a world leader in all aspects. Now that we've cleared that up, I'd like to first provide a few definitions on the motion to make sure that side opposition and side government are on the same page. Let's start off by defining what significant qualifies for. When we say we want to significantly increase the amount of EVs on the road, we mean a 10% increase. Right now, we want to increase it to 10% of all vehicles on the road. Right now, EVs constitute less than 1% of all the vehicles on the road in Canada, so we're proposing a 10x increase in 4 years. While we recognize that this is a very ambitious goal, we believe that by striving to make a big leap and a big improvement, even if we fall short, we will have still advanced dramatically. And we think that it's admirable and something that the Canadian government should do is to set big goals because it's especially essential given that we're dealing with the environment. Second, let's define what our strategy is. In order to achieve this very ambitious goal, our strategy contains 2 components. The first, we will immediately impose a significant tax on the purchase of all new gas cars. That means that we're going to be dramatically increasing the price of all future gas vehicles. So the people that own gas cars right now are not getting punished,
but it's going to become substantially more expensive to purchase a gas car in the future, so much so that it will be more, the retail price of a gas car will be significantly more than that of an electric vehicle. Second, we recognize that some people will still buy gas cars because it's what they're used to, or because at the moment there isn't an electric vehicle that is exactly in line with their needs. Thankfully, because of this tax that we're imposing, these people will be generating a lot of additional tax revenue. And that tax revenue will go towards funding the creation of the charging stations and the essential infrastructure in order to make sure that electric vehicles work. We want to make sure not only that we have a bunch of cars on the road, but that they can be charged places, that our infrastructure can sustain so many electric vehicles. And the best part about this strategy is that it pays for itself. The tax revenue that we're generating is going towards the investment in infrastructure, so we're not going to really have to spend any money at all, which is a great thing for us. So with all of that in mind, Side Government is bringing to you 4 constructive arguments. The first, that it's the government's responsibility to take a stance on this issue. Second, we're going to specifically explain why it's a Canadian issue, not just the issue of all governments in Canada, around the world, sorry. Third, how this will increase Canada's global influence. And finally, how adopting this resolution will create a competitive advantage for Canadian manufacturers of EVs and related products. I'm going to be dealing with the first 2 arguments, and then my colleagues will be dealing with the final 2. So let's talk about the first one. Why is it a government's responsibility in general to take a stance on the environment issue? We know right now, or in general, that the role of the government is to give the best quality of life for all of their current citizens and for all the future citizens 100 or 200 years down the road. We want to make sure that everyone can breathe clean air, enjoy clean water, enjoy snow in the winter, and enjoy Canada's beautiful nature. And more specifically, we know that pollution is a gigantic threat. It's destroying the environment. The science is irrefutable, so I'm not going to speak at length about it. But we've seen all these reports about how we need to take action now specifically. We are at a point where if we continue as we are, there's going to be no turning back. We are right at the precipice, and it's time to take action right now. We think that this is very analogous to how the Canadian government's stance on smoking. For a long time in the past, the Canadian government knew that smoking caused lung cancer. The science was irrefutable, but the Canadian government stood by and failed to take a strong stance. And what happened? Hundreds of thousands of people died or lived the rest of their lives in hospitals and were sick for the rest of their lives. We think that pollution is very analogous because pollution is the cancer of planet Earth. We want to take a strong stance and make sure that we don't make the same mistakes in the past because the stakes are global. We think that the quality of life for people all over the world and all the people in Canada is significantly threatened if we fail to take a stance right now, and we don't want to make the same mistake that we did with cigarettes in the future. Specifically, though, why is this an issue that is so pertinent to Canada that we're adopting such an ambitious resolution right now? Well, we know that over 50% of Canada's exports are heavily dependent on natural resources. Canada has over 25% of the world's fresh water. We're a significant exporter of lumber. And what this means is pollution is a significant threat to our economy, more so than many other countries all around the world. And we know specifically that car emissions are one of the biggest sources of pollution that threatens all of these natural resources. So we know that natural resources are essential to our economy. Pollution threatens that, and specifically car emissions are the biggest threat out of all the pollution, all the contributors to pollution. So by targeting car emissions, we are cutting the snake at its head. We're really dealing with the core issue, the biggest issue that will give us the biggest results in terms of preventing pollution. And even if we ignore all moral arguments, from an economic standpoint, this makes so much sense because natural resources comprise such a big component of our economy. So even if we didn't care about our grandchildren in the future, if we care about the money in our pockets, the money in the pockets of our citizens, we should be taking a stance right now because economically it makes perfect sense. Now, side opposition might come up and say, oh, well, the Albertan economy is heavily dependent on the oil sands, and this puts all of that in jeopardy. What I would say to that is 3 things. First of all, the oil sands are only a small percent of the national economy. Second, we've seen that the oil sands aren't doing well already. They're failing, and we think that eventually they're going to fail because, thirdly, we're seeing a shift away from carbon emissions towards renewable energy. And whether or not we want to admit it, it's going to happen. This change is inevitable, and we cannot simply stick our head in the sands, so to speak, and hope that the oil sands revive again. We know that renewable technologies are the future. We have to take steps in this direction. And we've seen that Canada is already taking steps in this direction with measures like carbon taxes. But we need to take it a step further because right now we are at a point where we can either head down the right path or head down the wrong path.
and what lies in the balance are millions of lives of all Canadians. With all this in mind, we want to really strive that we want to really drive home that we are striving to promote environmental sustainability, economic sustainability, and sustain our influence on the world stage. And with all that said, we are proud to propose. Thank you. Thank you. J'appelle maintenant le chef de l'opposition à faire son discours d'ouverture de 7 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont prêtées. Monsieur le Président, j'aurais aimé voir le gouvernement présenter une vision claire et large de la politique énergétique au Canada. Malheureusement, aujourd'hui, on fait face à un gouvernement qui est dépassé par les changements climatiques et qui a pour seule réponse une taxe et des subventions. C'est déplorable, Monsieur le Président. Aujourd'hui, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est du greenwashing avec les Canadiens, et ça, l'opposition ne l'accepte pas. On est d'accord avec le gouvernement sur le fait qu'au 21e siècle, il faut agir pour notre environnement, agir pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, aujourd'hui, l'opposition ne s'oppose pas simplement pour s'opposer, mais bien pour s'opposer contre les moyens qui ont été présentés par le gouvernement. Pour nous, ces moyens ne sont pas raisonnables pour contrer le problème des changements climatiques. Aujourd'hui, l'opposition va de l'avant avec 5 arguments forts qui expliquent clairement pourquoi la position du gouvernement ne tient pas la route, pourquoi c'est une position qui n'est pas adaptée pour le 21e siècle. Notre premier argument, c'est que le gouvernement encourage un modèle qui est vieux de 50 ans, si ce n'est pas 100 ans, Monsieur le Président. Deuxièmement, c'est que par sa taxe, par sa subvention, le gouvernement subventionne les mieux nantis. Toujours encore les mieux nantis. Troisièmement, parce que le projet de loi du gouvernement, c'est tout simplement une fausse idée, une fausse bonne idée pour l'environnement. Quatrièmement, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a une complète incompréhension de la situation énergétique canadienne, malgré le discours du premier ministre sur les sables bitumineux en Alberta, mais j'y reviendrai, Monsieur le Président. Et cinquièmement, ce cinquième argument sera présenté par ma collègue et parle des principes du libre marché, parce que le gouvernement se porte à faux contre le libre marché aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc, je vais de l'avant avec notre premier argument, qui est de dire que le gouvernement encourage un modèle qui est vieux de 50 ans. La voiture, ce n'est pas simplement un véhicule. La voiture au Canada, c'est un mode de vie et c'est lié directement au problème de l'étalement urbain. L'étalement urbain, ce n'est pas quelque chose qui a été adressé dans le discours du gouvernement. En fait, il faut voir l'environnement comme une équation. Et la voiture, c'est un des éléments de cette équation-là. Et le gouvernement, on dirait aujourd'hui, a oublié tout ce qu'il y avait autour de la voiture, a oublié toutes les externalités qui étaient autour de la voiture. Le modèle que le gouvernement propose aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, un modèle qui est vieux de 50 ans. C'est le modèle de la banlieue. C'est le modèle grosse maison, grosse voiture, grosse consommation et surtout, grosse pollution, Monsieur le Président. On ne va pas moins consommer avec les voitures électriques. On va consommer différemment, mais tout autant. Et ça va contribuer également au problème du trafic, un problème qui est hautement dommageable pour notre économie, parce qu'on encourage encore ce vieux modèle, celui de la voiture qui est vieux de 50 ans. Ça va aussi, dans le même sens, dommager nos terres arables, dommager nos terres agricoles. On l'a vu avec l'autoroute 30, on l'a vu avec les nouvelles constructions. C'est déplorable. Donc, nous, on voit, je ne prendrai aucune de vos questions, donc nous, on voit qu'aujourd'hui, c'est une politique qui est rétrograde et qui oublie complètement les générations futures et comment fonctionne l'environnement au Canada. Notre deuxième argument parle qu'aujourd'hui, le gouvernement veut subventionner les mieux nantis avec sa taxe et de l'autre côté avec sa subvention. Donc, les gens, c'est connu, les statistiques le démontrent, les gens qui achètent des voitures électriques, c'est les gens les plus riches. Et ça, c'est pas ce qu'on veut favoriser à l'opposition. C'est des voitures qui sont plus chères que la moyenne et les recherches démographiques démontrent clairement que c'est les plus riches qui achètent ce type de véhicule. Aucune de vos questions, je l'ai déjà mentionné. Donc, je vais vous parler de Tesla. En fait, le gouvernement va peut-être vous en parler. Tesla, on voit souvent ça, les voitures électriques, en fait, on voit ça comme un modèle d'innovation. Mais c'est une nouvelle façon de présenter une vieille façon de faire. Une vieille façon de faire qui rétrograde la voiture, un modèle qu'on n'accepte pas aujourd'hui à l'opposition, Monsieur le Président. Et également, les voitures, les statistiques le démontrent, les gens qui achètent des voitures électriques ne vont pas remplacer leur ancienne voiture par une voiture électrique, ça va être une nouvelle voiture. Donc, ils vont garder leur véhicule à gaz et vont y ajouter un véhicule électrique, ce qui n'a aucun problème. Troisièmement, le projet de loi du gouvernement aujourd'hui, c'est une fausse idée pour l'environnement. Comme je l'ai dit, c'est une équation à plusieurs facteurs. Une auto, ce n'est pas simplement un conducteur qui conduit et qui émet du gaz à effet de serre. C'est également la construction des routes qui polluent, avec le bitume qui est un dérivé du pétrole, Monsieur le Président. Également, le ciment pour construire les routes, les trottoirs, c'est un sable qui est chauffé avec du gaz et du pétrole, encore contre l'environnement. Également, on a eu la cimenterie mécaniste qui a été construite au Québec, une catastrophe environnementale.
Et ça va dans le même sens. Donc, on oublie les externalités qui sont liées, en fait, à tout ce qui touche autour de la voiture. On parle des émissions de CO2 de la voiture, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Il y a également la fabrication de l'auto en tant que telle, qui prend beaucoup d'énergie, qui pollue énormément. Il y a les batteries, il faut creuser énormément pour faire l'extraction de lithium et des autres minéraux. Et ça prend beaucoup d'énergie. Mais encore aujourd'hui, tout ce que le gouvernement dit, c'est émissions de CO2 par les voitures. Également, les batteries qui sont pas recyclées, c'est un désastre. Et je pourrais poursuivre longtemps. Et finalement, il y a une incompréhension aujourd'hui de la situation énergétique canadienne par le gouvernement. Au Canada, l'énergie, ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon homogène. C'est hétérogène entre les provinces. Le premier ministre l'a affirmé en nous parlant de l'Alberta. Premièrement, je tiens à dire que ce que le premier ministre a dit, de dire que le Canada quitte les énergies fossiles, c'est complètement faux. En fait, chaque année, on produit plus de pétrole au Canada. Donc, on n'est pas en train en ce moment de quitter les énergies fossiles au Canada. Le pétrole, c'est encore quelque chose qui suscite la croissance économique au Canada, suscite la croissance économique en Alberta. Et donc, c'est simplement un mensonge d'affirmer qu'on arrête d'utiliser ces énergies-là. Oui, dans des provinces comme le Québec et la Colombie-Britannique, on a des énergies qui sont jusqu'à 98% propres, donc des énergies qui sont généralement renouvelables. Mais ailleurs, comme en Alberta, c'est des sables bitumineux. Donc, c'est des sables bitumineux qui vont faire l'électricité pour les voitures électriques. Donc, c'est pas moins polluant, c'est tout aussi polluant. Et on ajoute toutes les externalités que j'ai mentionnées, le trafic et j'en passe. Également, il n'y a pas seulement l'Alberta, il y a d'autres provinces au Canada qui ont des moyens de produire de l'énergie qui sont polluants. On parle de l'Ontario avec les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires, c'est dangereux, c'est pas propre, c'est pas bon pour notre environnement. Et également, quand je parle d'incompréhension de la situation canadienne, le gouvernement nous a parlé que c'était au gouvernement fédéral d'agir sur cet enjeu-là. Mais non, parce que les provinces ont déjà agi pour faire de tels types de subventions. Au Québec, ça s'est vu, il y a eu des subventions, en fait pour les véhicules électriques. Il y a ça dans d'autres provinces. Donc aujourd'hui, le gouvernement vient simplement ajouter une subvention supplémentaire qui vient en fait d'une taxe. Donc, on vient encore ici avec un vieux modèle, une taxe pour subventionner. Mais ça, ce n'est pas un modèle qui révolutionne notre économie. Et une taxe pour subventionner, ce n'est pas un modèle qui va aider l'environnement au Canada. C'est un modèle, comme je l'ai mentionné tout au long de mon discours, qui nous ramène 50 ans en arrière, qui ne fait aucune avancée au Canada. Donc, aujourd'hui, l'opposition s'oppose pour les 4 raisons que je viens de mentionner. Soit que c'est un modèle vieux de 50 ans, je pense que je l'ai démontré assez clairement, parce qu'on subventionne les mieux nantis, et ça, pour nous, c'est inacceptable, parce que c'est une fausse bonne idée pour l'environnement, parce que le gouvernement oublie tous les facteurs qui entourent la voiture, et également parce que le gouvernement ne comprend pas la situation énergétique canadienne. Donc, en terminant, le gouvernement a une vision à court terme qui est électoraliste et basée sur un vieux modèle qui n'a pas sa place au 21e siècle. Les Canadiens, M. le Président, s'attendent à mieux, mais surtout méritent mieux. Merci. Merci beaucoup. J'invite maintenant le premier député du gouvernement à venir faire son discours de 5 minutes, dont les 30 et premières et dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, en plus de tous les avantages qui ont été mentionnés par mon collègue le Premier ministre, j'aimerais ajouter que cette motion augmenterait l'influence globale que le Canada a sur les autres pays et lui donnerait ainsi un pouvoir diplomatique. En effet, je pense qu'on peut assumer qu'en ce moment, la tendance dans le monde et parmi presque tous les pays est d'aider l'environnement et de faire en sorte qu'on prenne des mesures, qu'on prenne des lois qui respectent et qui protègent l'environnement. On peut notamment le voir par l'accord de Paris, qui a été signé par tous les pays du monde, sauf les États-Unis. Et d'ailleurs, j'aimerais mentionner que les États-Unis étant probablement le pays le plus qui a le plus d'influence en ce moment, n'a pas signé cet accord et c'est donc une opportunité pour nous, le Canada, de sauter dans cette course et de prendre la place des États-Unis comme un des pays les plus influentiels. Maintenant, le Canada a d'ailleurs déjà pris quelques mesures pour aller dans cette direction et suivre cette tendance, devenir un leader global. On peut notamment le voir avec le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques et également avec la loi sur le carbone qui a été implémentée au Canada. Ainsi, le fait que le Canada soit un des premiers pays à aller dans cette direction et à implémenter des lois strictes, car oui, plusieurs pays ont signé des accords et font des ententes, mais en tant que tel, il n'y en a pas beaucoup qui prennent des moyens locaux chez eux et implémentent des lois comme nous avons la chance de faire au Canada avec cette motion. Et donc, c'est un excellent moment pour nous, les Canadiens, de prendre avantage de cela et devenir un leader globalement et ainsi d'avoir un pouvoir diplomatique
problématique qui, je pense, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, est extrêmement important car les pays deviennent de plus en plus connectés et c'est donc d'un devoir de faire en sorte que le Canada a une place importante dans ce monde global qui est en train de se créer. Également, les autres pays vont regarder le Canada comme étant un modèle à suivre, un exemple, et ils vont d'ailleurs vouloir, par exemple, notre expertise, nos technologies, nos services, nos produits. Et donc, ça va pouvoir, encore une fois, donner un pouvoir diplomatique, mais encore, comme l'a mentionné mon coéquipier, aider l'économie canadienne. On peut notamment prendre l'exemple des réfugiés récemment. Le Canada a été un des premiers pays à ouvrir ses frontières et à établir un système pour les réfugiés. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que plusieurs pays ont par la suite regardé le modèle du Canada et se sont dit que c'est une bonne idée et ont basé leur propre modèle d'immigration pour les réfugiés sur le modèle canadien. On peut également remarquer que le Canada est aussi un des premiers pays à aider et à supporter la communauté LGBT+. Et donc, nous pouvons voir que le Canada, dans ses mouvements, dans ses tendances dans le monde, vers lequel le monde va, pardonnez-moi, est en ce moment un leader et nous pensons que l'environnement est également un sujet important sur lequel le Canada devrait sauter dans la course et prendre avantage de tout cela. J'aimerais maintenant adresser quelques points qui ont été mentionnés par l'opposition. Ils ont commencé et ont répété à plusieurs reprises que le fait que notre motion, en fait, n'est pas la seule réponse au problème et que c'est seulement un des éléments pour aider l'environnement. Mais je vous demande, Monsieur le Président, est-ce que parce qu'une motion n'est pas la seule réponse, que c'est une mauvaise réponse et qu'on ne devrait pas l'implémenter? Je ne pense personnellement pas que je ne pense personnellement pas, et je crois que tout pas que nous pouvons prendre dans la bonne direction est un bon pas et un pas que le Canada devrait faire. Également, ils ont mentionné que cela aiderait les mieux nantis, les plus riches. Ils ont mentionné ça à plusieurs reprises. Mais j'aimerais vous rappeler, Monsieur le Président, que notre stratégie pour cette motion est de taxer les véhicules et donc taxer les véhicules à essence. Et donc, les véhicules à essence vont devenir plus chers et donc les moins nantis, les moins riches, auront plus tendance à aller vers des véhicules électriques qui d'ailleurs, on va rendre le service plus accessible, notamment avec nos subventions. Et donc, ça ne va pas désavantager les moins riches, mais en fait les aider à faire partie de ce mouvement environnemental. Car en ce moment, comme ils l'ont dit, il y a juste les plus riches qui y participent, mais nous, on veut que tout le monde participe à ce mouvement. Ils ont également mentionné que notre modèle est vieux de 50 ans, mais je trouve ça extrêmement ironique de la part d'une opposition qui prône le fait de garder des voitures qui polluent et qui utilisent de l'essence. Ils ont également dit qu'on ne veut pas moins consommer avec notre motion, mais je demande, Monsieur le Président, comment est-ce qu'on ne veut pas moins consommer si la base de notre motion est de justement utiliser plus de voitures électriques et donc de consommer moins d'essence et donc de faire moins de gaz à effet de serre. Ils ont également dit qu'en général, les personnes qui achètent des autos électriques ne remplacent pas leur vieille auto, mais elles font juste l'utiliser en plus. Mais, Monsieur le Président, je tiens à vous faire remarquer que dans les 5 dernières années, les Canadiens ont acheté moins d'autos que la moyenne historique au Canada et donc, ce serait dans leur avantage d'acheter une nouvelle auto. C'est donc pour cela que nous sommes fermement pour et nous voulons proposer cette motion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je rappelle maintenant le premier député de l'opposition à venir faire son discours de 5 minutes protégé pendant les 30 premières et dernières secondes. Merci, Monsieur le Président. L'opposition est aujourd'hui ici pour questionner la motion du gouvernement qui est pour nous inadaptée et l'implantation inexistante. Nous sommes extrêmement contents que le gouvernement prenne en compte l'environnement en raison de la situation actuelle. Mais comme à son habitude, il est à côté de la plaque. Je vais donc illustrer ça, Monsieur le Président, le sentiment de l'opposition. Le gouvernement essaye de peinturer une vieille voiture toute rouillée et de mettre des petites paillettes dessus. En fait, c'est du bien paraître, mais sans rien faire de concret pour l'environnement.
Et c'est par le cinquième argument, nous, à l'opposition, que nous allons vous montrer en quoi cette motion est contre les principes du marché. La subvention et la taxe sont inefficaces pour le problème visé par le gouvernement. Ils vont subventionner des compagnies automobiles. Pourquoi ces compagnies? Les Canadiens, le véritable problème, c'est que les Canadiens ont de plus en plus de grosses voitures. Statistiquement parlant, on parle de 15 kg par voiture de plus chaque année, cette année, pour une voiture, pour une famille. Et donc, ils subventionnent le problème de l'industrie. D'autant plus que la population est en croissance partout. Donc, ils vont faire qu'augmenter le nombre de voitures et le trafic avec. Ils vont faire d'autant plus augmenter les externalités en augmentant le nombre de voitures. Par exemple, au Québec, le gouvernement a introduit le fonds vert et c'est un fiasco. Ça n'a pas réduit de façon négligeable les émotions et c'est à l'image de ce que nous présente le gouvernement aujourd'hui. Il subventionne le trafic et c'est un problème économique, ça va nuire à l'économie. Le véritable problème aussi, c'est qu'en faisant cette motion, ils ne vont pas remplacer les voitures actuelles, ils vont juste faire ajouter une deuxième voiture par famille. En réalité, ils sont déconnectés des enjeux énergétiques et des enjeux du marché, des principes du marché. J'ai quelques questions pour le gouvernement afin d'éclairer les citoyens et l'opposition sur son projet. Nous voulons savoir comment, concrètement, et je dis bien concrètement, le gouvernement va prouver que cette taxe va réduire le nombre de véhicules. Comment va-t-il trouver les fonds pour implanter la stratégie? On veut savoir qu'est-ce que c'est une augmentation significative pour eux. Quels sont les critères et comment en 2022 vont-ils évaluer... J'utilise mon temps de parole pour les questions, faites de même. Vont-ils évaluer les stratégies... Donc vont-ils évaluer la stratégie qui n'aura pas fonctionné car elle n'aura pas fonctionné? Pourquoi vont-ils financer les compagnies automobiles? Pourquoi pas plus financer les transports en commun? Quel va être l'impact dans l'industrie de l'automobile actuelle régulière? On veut aussi savoir si l'implantation va être subséquente d'ici 2022 ou si c'est d'un coup. On veut savoir concrètement comment est-ce qu'ils vont faire. Comment vont-ils en faire en sorte de répondre à la nouvelle demande d'énergie, puisque ça va transformer l'énergie actuelle utilisée vers une nouvelle énergie, l'électricité. On veut savoir comment est-ce qu'ils vont prendre en compte les externalités, les mesurer, comment ils vont savoir quelle externalité sera liée à la problématique, qui va être aussi responsable d'administrer la subvention. On veut savoir pourquoi 10%, pourquoi pas 15%, pourquoi pas 5%. En fait, on veut aussi comprendre pourquoi à chaque problème, vous trouvez toujours une nouvelle taxe. Est-ce que c'est réellement la seule solution? On veut savoir où, quoi, qui, comment, combien, tout, car c'est une implantation légère, mais une taxe très lourde. Merci de répondre aux questions de l'opposition et de répondre avec aux citoyens et citoyennes. Je vous remercie. On veut savoir aussi comment le gouvernement veut être un leader avec tous les aspects, tous ces aspects. Quels sont tous ces aspects? Le 10% de véhicules sur les routes d'augmentation avec cette taxe. D'ailleurs, en fait, le chiffre, on voudrait clarifier le chiffre de cette taxe et comment est-ce qu'ils vont l'implanter sur le prix du gaz et comment vont mesurer, est-ce qu'on est sûr que ça va réduire le nombre de voitures à essence puisque ça va surtout augmenter le parc automobile avec les voitures actuelles. Comment vont-ils tenter de repousser la consommation des consommateurs puisqu'on veut surtout réduire le trafic? Et vous avez aussi parlé des lois dans les autres pays. C'est très intéressant, mais les autres pays investissent plutôt dans les transports en commun que dans le parc automobile. Ensuite, il est très intéressant avec vous de parler des réfugiés, la communauté LGBTQ, mais l'opposition voudrait vraiment que vous répondiez aux questions qui concernent le sujet, c'est-à-dire les changements climatiques. En conclusion, le gouvernement a fait une belle voiture avec des belles paillettes, mais qui n'avance pas, et c'est par nos 5 arguments que nous montrons que ça ne fonctionne pas. C'est sans vision. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la députée. Je appelle maintenant le second député de l'opposition à venir faire son discours de 5 minutes, dont les 30 premières dernières secondes sont protégées.
Thank you, Mr. Speaker. Now that I'm up here, I can finally answer all the questions the side opposition was saying that I tried to answer through all the POIs that I was standing up for. So let's go through them. She asked 3 questions. How will the government prove that this is going to reduce cars on the road? How will we get the funds to do it? And what is significant? We have 3 things to say to this. First is that I tried to answer all of these. Second is that questions were all answered in the definitions that my partner clearly went through. Thirdly, you talked about this 10% increase. This is exactly what we define as significant, because under the status quo, less than 1% of EVs on the road, there's less than 1% of cars on the road that are EVs, and ultimately we want to get this number to 10%. This is very easily quantifiable, and we don't understand why side opposition is getting so caught up in the semantics. They talked to us about the fact that we're not engaging with the core concepts of the debate, being the environment. We think that it's actually side opposition that is refusing to engage with the core of our debate, the core of our arguments, and ultimately I'm going to be proving this through my very thorough refutation and the very little rebuilding I have to do because they failed to engage with our constructive material. So before I go into that, I'm going to bring up the last and final arguments for side government, and that is the competitive advantage for Canadian manufacturers, specifically with EV producers and the related goods of these kinds of EVs. We see that countries around the globe were shocked when the US decided to move backwards and try and revive the coal industry. But what we see is that Canada now has this as an opportunity. While the US moves backwards, Canada has the ability to become a leader in the electric vehicle market. The US, we see, is sticking their heads in the sand and pretending like this imminent change isn't happening. This is exactly where Canada can step in. Through the subsidization of a grid system, which will, side opposition, listen clearly, the subsidization of this grid system comes through the taxes that are collected when people buy gas cars. So ultimately, we can subsidize this grid system and ultimately invest and innovate in this EV, where other countries around the globe aren't able to do so. So let me give an example. If years ago the US had decided to call off all investment in the internet and Canada had continued to pursue the internet heavily, we would see that Canada would be an even greater leader in this industry than it is today. This is ultimately the fact that we are on the precipice of this great change where Canada can not only become a leader that's not only beneficial for the environment, Mr. Speaker, but also for the society as a whole. We think that everyone benefits when there's greater innovation, specifically green innovation, that creates a better society in the future. Ultimately, we believe that all Canadian manufacturers of these kind of EV and related products have the ability to create a sustainable competitive advantage and be on the forefront of this kind of innovation for years to come. We ultimately see that this bill helps us do this. This is both an economic, environmental, and a social argument. So let me refute what came out of side opposition. First, they said this is encouraging the old model. We do see that cars are a part of an old system, but we see that this is also necessary. We think that it takes one step towards improvement at a time, and we're willing to do this right now in order to get on track towards creating a better society as a whole. We see that we didn't go from being Flintstones pushing cars to our feet to driving in a Mercedes-Benz. We ultimately understand on side government that it takes time to create change. Secondly, they talked about that this subsidy, specifically they told us people who are buying cars are the rich people, and these are the only people that are going to be able to benefit from this bill. We see that firstly, the people who are buying electric vehicles under the status quo are the rich. Those are people like Tesla selling these exorbitantly expensive vehicles, although they are the best. But through our bill, we're able to make people buy EVs in order to ensure that this industry becomes more innovative so that they can reduce prices. This is just the basic economics of economies of scale. Secondly, we think that the social impact of pollution, we see that there are a lot of people who are very vulnerable because they live in very polluted areas, and ultimately we think that this is the cause of cars and car pollution. Areas like Detroit and Hamilton, where the biggest car manufacturers are actually harming the people's health, and ultimately we think that we should try to help those people as a whole as well. They also talked about how a lot of people that buy EVs are adding these cars instead of replacing. I'd like to notify side opposition that actually this isn't the case. If you look at the last 5 years, Canadians have bought less cars on average than in comparison to historical. So what we see is that Canadians are actually about to buy a lot of vehicles because they're at a historically low average of vehicles. So ultimately we see that implementing this bill now will be able to capitalize on the fact that Canadians are going to buy more cars.
So going into the rebuilding of my partner's arguments, we talked about it's a government responsibility. We talked about the fact that it's a Canadian issue, and we talked about the global stage. We think that these 3 points very much still stand because of the fact that we haven't heard a lot of clash from side opposition. We've just heard a lot of questions, which I myself have answered, and all my partners have too. For this reason, we are very proud to propose this bill. Thank you. Thank you. J'appelle maintenant le deuxième député de l'opposition à venir faire son discours d'une durée de 5 minutes, dont les 30 premières secondes et dernières secondes sont entièrement protégées. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues à l'opposition, mes chers collègues au gouvernement. L'enjeu de l'environnement est très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on était très triste d'apprendre l'essence de la stratégie nationale que le gouvernement propose aujourd'hui. On a l'impression que le gouvernement improvise une stratégie pour faire en sorte de plaire à tout le monde et de propager des solutions magiques à tour de bras. Mais en fait, la réalité, Monsieur le Président, c'est qu'ils voient les choses avec des lunettes roses et qu'ils font en sorte que leur projet de loi n'a pas de réel impact sur les changements climatiques aujourd'hui, en 2018. C'est des beaux principes philosophiques, mais en tant que tel, leur projet de loi n'est pas bien ficelé et il n'est pas bien réaliste. Mais je vais tout de suite commencer par la réfutation des arguments qui nous ont été présentés aujourd'hui. D'abord, ils ont clairement dit que ce projet de loi devait être passé parce qu'on devait prendre position. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment expliqué les beautés d'un bel environnement sans pollution. Vraiment, nous ont mis dans un environnement féerique. Et après ça, ils ont dit que c'était très urgent de prendre des mesures drastiques pour le changer. C'est contradictoire, encore une fois, avec leur projet de loi qui est plutôt graduel. Alors, si c'est tellement urgent de le faire, pourquoi vous ne proposez pas des choses qui sont plus drastiques pour faire en sorte de vraiment changer la situation aussi urgente que vous le proposez? Je ne prendrai pas de questions. Merci beaucoup. Après ça, ils ont dit que ça allait dynamiser des secteurs de l'économie tels que les ressources naturelles. Je pense que le gouvernement aujourd'hui n'a pas connaissance de la propre économie dans laquelle il vit. L'économie canadienne, ça ne se résume pas aux ressources naturelles, monsieur le gouvernement. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui font en sorte qu'une économie est en bonne santé et c'est des segments de l'économie qui vont être directement affectés par une telle proposition, notamment les facteurs manufacturiers, des constructions de voitures qui sont, eux, à l'essence. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pensé à 2 fois avant de faire un projet de loi comme celui-ci. Ils ont pensé au premier degré au lieu de penser selon toutes les externalités. Et après ça, on a entendu l'argument qu'ils ont répété le plus souvent. Leader mondial. Monsieur le Président, on ne règle pas les problèmes environnementaux avec de l'influence. Okay? Si vous voulez avoir de l'influence, vous allez à la COP 21, vous signez des accords, des choses qui sont faites pour donner de l'influence au Canada. C'est des choses qui sont déjà mises en place pour permettre au Canada de s'imposer comme un leader mondial sans nuire au secteur économique. C'est impensable que le gouvernement a comme seul argument fort le fait d'être un leader. Et par la suite, d'ailleurs, ils le présentent avec leur 4e argument d'être une influence, mais cette fois-ci dans le domaine économique, c'est-à-dire en investissant dans des secteurs innovants comme les voitures électriques. On va inciter d'autres facteurs à faire comme nous et ils nous ont donné l'exemple avec les États-Unis. Mais encore une fois, c'est pas avec de l'influence qu'on va régler ça. Il faut vraiment se pencher sur le vrai problème, Monsieur le Président, et c'est les habitudes de consommation de Canadiens et des Canadiennes. La voiture fait partie d'un modèle de transport qui n'est plus viable parce que, comme le Premier ministre, comme le chef de l'opposition l'a très bien expliqué, je ne prendrai pas d'autres questions, c'est un modèle qui, par des engrenages, entraîne de faire en sorte que de la pollution qui tourne autour de la voiture, c'est au cœur du transport des Canadiens et Canadiennes, et ça fait en sorte de, par la suite, transporter de la pollution, de faire avec toute la construction qui nécessite, toutes les infrastructures qui nécessitent, notamment la construction des voitures et tout ça. Donc, ça fait en sorte que, par externalité, on dégage des émissions de gaz à effet de serre, et on cause plus de dommages qu'on essaie d'en créer. Je comprends l'ambition du gouvernement, je comprends, moi aussi je suis inquiété par les changements climatiques, mais encore une fois, c'est pas le bon moyen, je ne prendrai pas d'autres questions, c'est pas le bon moyen pour y arriver. Il faut, comme je l'ai répété, il faut prendre à bras le corps et s'attaquer aux habitudes de consommation. Par la suite, on a dit que notre motion, qu'on avait dit que la motion n'était que la seule solution. C'est pas du tout ça. En fait, on dit que c'est une solution qui n'apporte pas assez de bénéfices pour donner l'avantage à
pour compenser ses inconvénients. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des bénéfices, mais elle a beaucoup trop d'inconvénients pour faire en sorte que ça passe. Et après ça, je pense qu'ils nous ont vraiment mal compris parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'on prône la voiture à essence. Encore une fois, on ne prône pas la voiture à essence, on prône une voiture, un modèle où la voiture n'est pas au cœur des transports. Je vais passer à la reconstruction de nos arguments qui ont été attaqués du côté du gouvernement. Nos arguments d'abord sur l'argument d'encourager un vieux modèle, ils n'ont pas vraiment réussi à réfuter cet argument-là. Ils n'ont pas réussi à réfuter qu'on devait vraiment changer le modèle des voitures, le modèle de transport des voitures. Et ils n'ont pas vraiment réfuté l'argument sur le fait que ça va vraiment être subventionné les personnes déjà fortunées. Et ils n'ont encore une fois pas expliqué en quoi ça va faire en sorte que le cycle autour de la voiture allait être diminué au niveau de la pollution. Et ils n'ont encore une fois pas expliqué comment leur politique nationale allait se synchroniser avec les politiques déjà bien en place de certaines provinces sur la lutte aux gaz à effet de serre et au changement climatique. Et ils n'ont pas nié le principe sur les marchés, le principe des marchés de la libre concurrence. Alors pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, je vous demande de refuser cette motion. Merci beaucoup. J'invite maintenant au Premier ministre de faire son discours de conclusion d'une durée de 5 minutes, entièrement protégé. Thank you, Mr. Speaker. At the beginning of my first speech, I told you that our case rests on three main pillars, those being environmental sustainability, economic sustainability, and sustaining our influence on the world stage. And to sum everything that we've heard up, I'm going to tie everything back to these three main pillars and use them as lenses into crystallizing everything that we've heard so far. So let's go through them one by one. Let's talk about environmental sustainability. The main point that we heard from side opposition is that cars in general are an old model. We should not even be trying to switch cars. We should be trying to get rid of cars altogether. We think that, first of all, this is extremely unrealistic. We think that we have to walk before we can run, and getting rid of cars is many, many years down the road, but we think that in the meantime, it's worthwhile to get better cars on the road. We think that it's very easy to complain and say, oh, cars aren't perfect, cars aren't perfect. But what are you going to do about it in the meantime until we find a realistic replacement? Side opposition came up here and criticized cars and said they're awful, said they're an old model, and did not propose a viable solution. It's because right now, people need cars. People use cars, and people are going to be using cars for decades. And we think that it makes perfect sense that we should be trying to put better cars on the road than simply sitting on our chair, complaining cars are bad, and doing nothing in the meantime, especially given the fact that it's so crucial at this point in history that we do something right now. They also spoke about how car production is bad, and producing these EVs is still going to be bad for the environment. We agree that EVs are not a perfect solution, but we think that it's so much better than what exists right now. Just because something isn't a perfect solution does not mean that we shouldn't implement it. We think that there are shades of gray, and we think that EVs are definitely are substantially better than car emissions. We could think of it as the lesser of two evils, for example. They claim to be about the environment, but they fail to recognize that car emissions are one of the biggest sources of pollution, especially in Canada, and we are addressing this issue right now rather than simply claiming we should get rid of cars altogether, which could take 50 to 100 years, and by then it would be far too late. Next, let's talk about influence. They spoke about how we should not be making decisions based on whether or not this increases our influence. We think that right now, we are facing a global issue, and we either have the opportunity to be bystanders or leaders. It's binary, and there's no in between. So we think that obviously we should be the ones taking steps to be leaders, especially given the fact that it's going to be benefiting our citizens. So it's not as though we're only doing this to be influential and be leaders on the world stage. There are myriad reasons why we should be doing this, and becoming leaders on the world stage is simply one of them. We think that it's an important one, but it's not the only one. It's not as if we're only making this decision based on how it will impact our leadership and influence on the world stage. Another important thing to talk about with regards to influence is how Canada is uniquely positioned to take this stand because of how much hydroelectricity we have and how important it is, especially in the province of Quebec. Next, they talk about how provincial governments have taken steps, provincial governments can do it.
First of all, if they think it's a good idea for provincial governments to be taking steps with regards to reducing emissions, then we don't understand why it's a bad idea for federal governments to be doing it. We think that the federal government and the provincial government should be working together, and we also think that the federal government taking a strong stand sends a symbol to the world, and we think that that's incredibly important because it can lead to a domino effect where countries see Canada taking a stand, and then another country takes a stand, and then another country takes a stand, and before you know it, we've made huge amounts of progress. So we think that we cannot discount the importance of influence. They also spoke about, quickly I'll address this, how this isn't a drastic change. We think that increasing the amount of electric vehicles on the road by a multiple of 10 in 4 years is pretty drastic. I would think it's pretty drastic. And they said that we're not going to be seeing any drastic changes in 2018. That's because if they would have read the motion, they would see that we want to have this significant change by 2022. And I would argue that 1,000% is pretty drastic in 4 years. Third, let's talk about economic sustainability. They failed to really address how this threatens our exports, given that 50% of them rely on natural resources. We really heard very little refutation on this. And because of the fact that car emissions are the biggest threat to our natural resources and to our exports, we think that we're really cutting the snake at its head. They also failed to refute Sabrina's point about how this creates a competitive advantage because we'll be one of the first movers. Now, to conclude, I'd like to take you back to the example that I brought in my first speech about smoking. Like I mentioned before, the Canadian government knew that smoking caused lung cancer, and they failed to take a stand, and hundreds of thousands of people died. But what happened when they did take a stand? What happened when they started implementing taxes on cigarettes, they started banning people from smoking in restaurants, and imposing various regulations? We saw consumption habits change. We saw less smoking, and we saw less people dying from lung cancer. We think we can do the exact same thing with car emissions. We think by taxing them, people will not want to pay for them, will be less likely to pay for them because they're more expensive. It's pretty simple supply and demand. When price increases, demand decreases, and we think that this is clearly going to change consumption habits. Ultimately, our solution funds itself, and it targets the main issue of car emissions, which will be one of the biggest influences and has one of the biggest points of leverage on reducing pollution in Canada, which is why we are so proud to propose. Thank you. Thank you. Encore le opposition leader, le chef de l'opposition, pour son discours de 5 minutes, entièrement protégé. Monsieur le Président, aujourd'hui, le gouvernement parle beaucoup, mais dit très peu de choses qui sont pertinentes pour l'environnement. Et également, je tiens à mentionner en début d'intervention que le gouvernement n'a pas répondu à toutes les questions de l'opposition, questions qui, nous le croyons, sont cruciales lorsqu'on adopte un projet de loi qu'on veut implémenter. Oui, un débat d'idées, c'est important, mais on veut également savoir quels vont être les effets concrets sur les Canadiens et les Canadiennes. Et ça, le gouvernement n'a pas réussi à le démontrer clairement dans le débat. Je vais commencer ma réfutation en adressant un peu ce que fait l'introduction et la conclusion du Premier ministre, soit la cigarette. Pour moi, c'est une comparaison qui est erronée, mais pour faire simple, aujourd'hui, c'est comme si le gouvernement voulait remplacer la cigarette en subventionnant la cigarette électronique. Pour nous, à l'opposition, ça fait aucun sens, et la cigarette, en fait, c'est une question de dépendance. Tout comme le problème avec les voitures, le problème avec l'environnement, c'est pas celui qui a été adressé par le gouvernement. Encore une fois, j'ai parlé dans ma première intervention d'incompréhension. C'est ce qui a caractérisé le discours du gouvernement tout au long de ce débat. J'ai ensuite réfuté ce qui a été dit par les différents collègues. Donc, on nous a parlé qu'en fait, l'opposition voulait qu'on lâche les autos, qu'on arrête les autos. C'est pas du tout ça qu'on a dit. Aucun de mes collègues ne l'a dit. Je ne l'ai pas dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut considérer autre chose que la voiture comme modèle de vie, qui est un modèle de vie qui est plus adapté au 21e siècle. Par exemple, l'autopartage, le transport en commun, le transport actif, tous des mots très intéressants dans le cadre du débat actuel qui n'ont pas été mentionnés par le gouvernement. Également, on disait que produire des autos, c'était dangereux. Non, on n'a pas dit spécifiquement ça. En fait, on a dit que produire davantage d'autos, c'était pas ce qu'on voulait. On voulait pas que le Canada devienne un leader de produire davantage d'autos parce que c'est polluant, parce que c'est un modèle qui, à l'opposition, ne respecte pas, parce que c'est un modèle qu'on ne veut pas que le Canada emprunte, utiliser davantage d'autos, parce que c'est ce que j'ai expliqué dans mon premier discours et c'est ce que mes collègues ont fait, expliquer toutes les externalités néfastes qui ont un lien avec les autos, mais ça, les externalités, le gouvernement ne les comprend pas. Ensuite, le gouvernement a dit que l'opposition ne reconnaissait pas les émissions de CO2 comme problème dangereux. Oui, c'est un problème pour l'environnement, les émissions de CO2, mais il n'y a pas que ça, les émissions de CO2. Et c'est ce qu'on a essayé de dire tout au long de notre discours, et c'est ce que le gouvernement n'a pas compris.
Ensuite, on nous a parlé d'être un leader. À quel point c'est important d'être un leader. On le reconnaît. Comme chef de l'opposition, je suis très fier que le Canada soit un leader sur la scène internationale, les enjeux LGBT par exemple, mais on veut être un leader qui va dans la bonne direction. Et là où le gouvernement va aujourd'hui, c'est pas dans la bonne direction. Ensuite, on nous a parlé des gouvernements provinciaux. J'ai jamais dit que c'était une mauvaise idée pour les gouvernements provinciaux d'agir ainsi. Ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement s'ingérait dans les affaires provinciales en agissant de la sorte, et pour nous, c'est pas quelque chose qui devrait être fait au gouvernement fédéral. Ensuite, on nous a parlé que pour le gouvernement, 10 % ça allait être un changement drastique. D'abord, je tiens à mentionner que 10 %, on a questionné pourquoi 10 %. On n'a jamais eu de réponse à savoir pourquoi c'était 10 %. Est-ce que c'était basé sur une étude, une comparaison avec un autre pays? On n'a rien eu, mais ça, c'est un peu ce qui caractérise toutes les questions qu'on a posées. Donc, on nous a parlé de changement drastique avec 10 %, mais c'est un changement qui est drastiquement déplorable pour notre environnement, de faire ce passage aux voitures électriques. Et donc, à l'opposition, c'est pourquoi on ne veut pas aller de l'avant avec ce genre de choses. Ensuite, on nous a parlé d'avantages compétitifs. Oui, on comprend le concept d'avantage compétitif, encore une fois, de devenir un leader dans la production, mais on ne veut pas devenir un leader dans une industrie qui dommage notre environnement. Donc, je vais ensuite réitérer ce qui a été dit par les autres collègues. On nous a beaucoup parlé d'investissement, d'innovation. On nous a parlé de Tesla, en fait. On nous a parlé comme si Tesla était un peu le seul modèle de voiture électrique. Comme si, du jour au lendemain, avec la nouvelle taxe et la nouvelle subvention du gouvernement, tous les Canadiens allaient être en mesure d'aller s'acheter une voiture électrique. C'est complètement faux. Les voitures à gaz vont rester dans l'équation. Et l'équation, elle a plusieurs facteurs, pas seulement les voitures. Je l'ai mentionné précédemment, mais les autres facteurs ont été complètement oubliés par le gouvernement. Également, on nous a parlé de faire un pas vers l'avant. C'est le premier représentant qui nous a dit ça. On veut, et que c'est bon de faire un pas vers l'avant pour l'environnement. C'est faux parce que ce que le gouvernement veut faire aujourd'hui, c'est pas un pas vers l'avant, c'est un pas vers l'arrière. Ça amène rien de concret pour l'environnement au Canada, rien qui est bon pour notre génération, mais aussi pour les générations futures. Et ça, c'est ce que l'opposition défend, la santé environnementale au Canada, pour notre génération, mais aussi pour les générations qui sont à venir. Également, on nous a sorti une espèce de statistique, moins d'auto achetés que la moyenne historique. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit. Ce qu'on dit, c'est que quand tu achètes un véhicule électrique, ça ne remplace pas un véhicule à gaz. Ça n'a pas rapport avec le fait que les Canadiens achètent moins d'auto. Et je tiens à dire que peut-être que les Canadiens achètent moins d'auto, mais c'est des véhicules qui sont de plus en plus lourds, 15 kg en moyenne. Les véhicules augmentent en moyenne de 15 kg par année. Et ça, c'est une statistique qui est dommageable pour notre environnement. Donc, en terminant, j'aimerais réitérer tous les arguments forts qui ont été proposés par l'opposition aujourd'hui. Les arguments qui tiennent toujours la route. Aujourd'hui, le gouvernement avait le fardeau de la preuve, mais n'a rien réussi à démontrer. Donc, nous, on considère que ce que le gouvernement présente, c'est un modèle qui est vieux de 100 ans. C'est un modèle qu'on ne devrait pas adapter. C'est un modèle qui est rétrograde. Et aujourd'hui, le gouvernement comprend autant l'environnement que l'économie, c'est-à-dire pas du tout. Merci, M. le Président. Veuillez quitter la salle le plus tôt possible, s'il vous plaît, pour qu'on puisse délibérer.